tu veux apprendre à naviguer dans le monde académique, lorsque tu souffres d'un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs conseils de Anna qui a été diagnostiquée ce trouble d'attention et d'hyperactivité et comment elle a fait justement pour faire de ce trouble une force et les différents conseils qu'elle partage. Il y aura 6 conseils et à la fin, je vais aussi te partager quelque chose qui va pouvoir t'aider justement à appliquer ces conseils de la meilleure façon possible. J'aimerais te parler du témoignage de Anna Bastos qui souffre de troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité et comment elle a fait justement pour mener à bien avec succès son parcours académique et à obtenir son doctorat. Et elle est maintenant chercheure. Parce que dans le monde académique, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il faut faire preuve de rigueur, de persévérance, être capable de gérer de nombreux projets complexes. Tout cela sont des qualités très importantes pendant la thèse. Parce que si tu ne sais pas faire cela, tu vas te retrouver avec de plus en plus de projets et de plus en plus de choses à faire et à ne jamais rien compléter. Et au final, du coup, à potentiellement ne pas avoir ton doctorat. Et pour certaines personnes, et j'imagine pour tout le monde, il y a des embûches. Mais pour certaines personnes, il y a d'autres types d'embûches qui sont assez inattendues. Et bien sûr, au-delà des défis habituels d'une carrière universitaire, si tu as des troubles de santé mentale, eh bien, cela peut augmenter la difficulté. Si tu as des troubles dépressifs, des troubles de TDAH par exemple, tout cela peut ajouter à cette difficulté. Et Anna a rédigé un article en anglais, et ici je t'ai fait un petit résumé, pour expliquer comment justement elle a réussi à tirer le mieux possible de ce trouble. Donc oui, le TDAH est souvent associé aux enfants, mais il y a en effet de nombreux adultes qui vivent avec cette condition, parfois même sans en être conscients. Et Anna va nous raconter comment elle a passé des années dans le brouillard, en gérant mal son anxiété, sa fatigue, sans savoir qu'une partie de ses difficultés venait d'un diagnostic qu'elle ignorait. Donc elle avait toujours des problèmes et elle n'arrivait pas vraiment à savoir pourquoi elle avait ces problèmes. Donc elle était dans une période de lutte constante pour rester concentrée et motivée. Tandis que les exigences académiques ne cessaient de croître. Car plus tu progresses dans le monde académique, plus tu as d'exigences, de demandes. Au début, tu es en master, tu as seulement un projet à gérer. Puis tu es doctorant et tu as un projet qui est divisé en de nombreux plus petits projets. Puis tu es postdoc et tu as un gros projet plus plein de petits projets. Et en plus de cela, tu ajoutes de plus en plus de supervision. En fait, il y a énormément de choses en plus de cela. L'enseignement, gestion de plusieurs projets de recherche, de plus en plus de responsabilités. Et dans son cas à elle, il y avait aussi une adaptation à un nouveau pays. Et tout cela peut facilement cumuler en un poids immense sur ses épaules. Une grosse croix à porter. Et parfois, cette croix peut sembler trop lourde et on peut chuter. Et finalement, elle a fait un burn-out qui a été diagnostiqué. Et après, elle a été diagnostiquée justement. Et au moment où ils ont réussi à nommer ce qu'elle avait, c'est quelque chose qui fait plaisir de... Enfin, ça fait pas plaisir, mais ça soulage de se rendre compte qu'en fait, tous les problèmes que nous avions, ils ont peut-être une explication clinique. Et au moment où ils ont fait ce diagnostic, elle a pu mettre un nom sur ses difficultés et comprendre quand son cerveau fonctionnait différemment. Et au lieu de se voir comme mal adaptée, elle a décidé d'utiliser cela comme une force. Elle a décidé d'adopter une perspective plus bienveillante envers elle-même. Elle a réalisé que ce trouble n'était pas une limitation insurmontable, mais une composante de sa personnalité qui, bien gérée, pouvait même devenir une source de force. Dans cet article, elle va nous expliquer son parcours, ses stratégies, pour pouvoir justement exceller en tant que scientifique. Plutôt que de se battre contre ces caractéristiques neurodivergentes, elle a appris à les intégrer, à les incarner dans son quotidien. Et elle va nous livrer ici quelques conseils qui vont peut-être t'aider et que tu pourras peut-être utiliser. Dans un premier temps, oui, le diagnostic a été révélateur, elle a compris qu'elle avait ce trouble, ça a transformé sa vision d'elle-même, elle a réussi à comprendre une nouvelle facette d'elle-même qu'elle avait, et elle s'est dit que ce n'est pas une limitation. Donc si tu as une facette différente que tu diagnostiques, que tu découvres, eh bien ce n'est pas une limitation, c'est une part de toi, tu peux décider de l'incarner, de l'utiliser comme un levier pour mieux comprendre ton propre fonctionnement. Nous fonctionnons tous de manière différente,
et réussir à comprendre ton fonctionnement est la première étape. C'est la première étape pour pouvoir avancer et aller au-delà de tes simples conseils que tu entends de base. Si tu comprends comment tu fonctionnes, au final, chacun est unique, chacun a une manière de fonctionner. Et peut-être que tu dois justement comprendre ça en une première étape, diagnostiquer qui tu es. Pour ce faire, bien sûr, tu peux faire des vrais diagnostics, mais tu peux aussi essayer de te poser et de rédiger les choses qui sont dans ta tête, les choses que tu fais chaque jour, et essayer de voir dans quelle direction tu pars, car tu es ce que tu répètes. Donc, essayer de voir toutes ces choses-là. Tu peux aussi, bien sûr, faire des diagnostics si tu penses en avoir besoin, mais tout cela peut t'aider à gérer le stress, la fatigue, l'anxiété de manière différente. Donc voici quelques conseils. Un premier temps, elle s'est rendue compte que l'activité physique était essentielle pour elle. Ses meilleurs moments de santé mentale coïncident avec une activité physique régulière. C'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour peut-être sûrement une majorité de personnes. Que ce soit le sport, la danse, la piscine, ces activités permettent de réduire l'anxiété et d'améliorer le sommeil. Donc elle conseille à tout le monde, dans ce cas-là aux chercheurs, mais en fait tout le monde devrait faire plus de sport. Donc je t'invite à te poser et te dire combien de sport fais-tu par semaine, combien de fois fais-tu une activité physique par semaine, et vois si tu peux doubler cette quantité. Si tu le fais une fois par semaine, fais-le 2 fois. Si tu le fais 2 fois, fais-le 4 fois. Si tu fais 4, 8 c'est peut-être compliqué, mais fais-le 6 fois peut-être. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'en faire énormément, peut-être qu'en faire plus, c'est faire quelque chose en plus dans ta séance de sport. Toi, tu n'es pas obligé de faire 8 séances avec une journée avec 2 séances, c'est pas forcément le mieux. Mais essaye de voir comment faire davantage. Dans mon cas, il y a quelques mois, surtout l'année dernière, j'avais toujours fait de l'escrime dans ma vie. Et le fait d'arriver dans cette ville où il n'y a pas trop d'escrime, mais j'ai dû m'adapter et faire d'autres choses. Cela fait que tu vas faire les choses différemment. Tu vas du coup courir plus, tu vas faire différents types de courses. Les différents types de sports que je trouve le plus intéressant aujourd'hui, c'est ce serait de la course longue et lente. Tu cours pendant 1 heure lentement. 2, ce serait des intervalles. Donc tu cours lentement, tu cours rapidement dans une petite durée de temps. Et tu répètes ça quelques fois. Et 3e, c'est plutôt haut du corps, où je fais des tractions et des dips. Donc là, ce sont 3 types d'activités que je répartis sur la semaine, et je le fais 2 fois. Boum, boum. Et bien sûr, dernièrement, je commence aussi à faire un peu plus de renforcement au niveau du corps, donc de la ceinture abdominale. À toi de voir, essaye de voir un aspect que tu peux améliorer. Si tu commences de 0, commence bas, c'est pas grave. Mais essaye d'incorporer cela en plus. Gère l'énergie plutôt que le temps. C'est un autre conseil qu'elle nous donne. Les méthodes traditionnelles de gestion du temps ne fonctionnent pas toujours pour les personnes avec les troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité. Et Anna préfère se concentrer sur la gestion de son énergie et sa motivation en fixant des objectifs quotidiens, réalistes, avec un grand objectif par jour, puis en ajustant selon ses niveaux d'attention. Ça, c'est vraiment important. Je t'invite vraiment à le faire. Chaque jour, définis une action clé. Si possible, commence par cette action. Passe 90 minutes dessus. C'est un cycle ultradien. C'est ton cycle de sommeil. Nous sommes cyclés pour avoir des cycles de 90 minutes. Donc, travaille 90 minutes dessus. Concentre-toi et tout va aller pour le mieux car tu vas aller dans la bonne direction si tu fais cela. Lentement mais sûrement, avancer un pas à la fois dans la bonne direction. Donc, prends le temps justement de définir une action qui, elle, est liée à ton projet, qui est liée à ton objectif à long terme. Anna nous conseille d'utiliser des motivateurs externes. Elle utilise des déclencheurs sensoriels. Donc pour arriver à se concentrer, elle va utiliser des choses qu'elle a associées. La musique, du thé, des objectifs de récompense qui vont l'aider à motiver sa concentration, à mobiliser sa concentration. Donc entre autres, elle a associé un environnement avec le travail. C'est pour cela qu'il vaut mieux, si possible, de ne pas travailler dans sa chambre à coucher, parce que tu veux dormir dans cette chambre. Qu'il vaut mieux séparer ses activités, avoir différents endroits pour faire différentes choses. Et ne jamais tolérer de faire une de ces choses dans un autre endroit. Bien sûr, c'est pas toujours possible, mais c'est l'idée en théorie. Tu peux, par exemple, ça c'est un peu comme Nadal. Tu vois, Nadal, il a tous ses tics, tous ses gestes de mouvement. C'est une routine, ça fait partie de son processus avant de se lancer. Donc peut-être que tu peux essayer de voir ce que tu peux intégrer dans cela. Créer un environnement organisé.
Donc elle a un espace de travail ordonné avec un système de planification efficace. Elle a toujours son agenda à portée de main, notant chaque idée et échéance. Je t'invite à faire cela. C'est aussi ce que je fais avec mon agenda hebdomadaire, dans lequel je note chaque projet et je note chaque chose que je veux faire chaque jour. Si tu veux l'obtenir, allez sur mon blog Vaillant Doctorant et tu peux y accéder ici en allant dans voir formation doctorant. Tu as accès ici à plusieurs programmes dans lesquels je t'aide à justement agir pour ta thèse, motivation, etc. Ici, tu peux obtenir l'agenda. Tu peux avoir le document PDF si tu me le demandes en commentaire. Chercher du soutien et des alliés. Être dans le monde académique peut être un voyage solitaire. Pour ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale. Et pour tout le monde aussi. En général, tout le monde peut avoir ce voyage solitaire, être dans sa tour d'ivoire et avoir du mal, justement. Et ça peut être important. Pour elle, dans son cas, c'était de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un soutien thérapeutique. Et elle trouve ça très important d'avoir de bons collègues et des mentors de confiance. Si tu as envie justement de ne pas être seul, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. Nous sommes sur les deux groupes, au total 600 doctorants. Nous discutons chaque jour, on partage nos objectifs, on discute ce que nous faisons. Donc si tu veux, tu peux rejoindre juste ici Club des doctorants. Tu as juste à donner ton adresse email et ton prénom et tu pourras tout de suite rejoindre le club. Accepter les nouveaux défis pas à pas. Chaque étape de la carrière apporte de nouvelles responsabilités. Ne les prends pas tout d'un coup comme ça, comme une vague, comme un tsunami, mais accepte que chaque transition prenne du temps et exige des ajustements. Au début, lorsque tu commences un nouveau rôle, tu es un imposteur. Je t'invite à lire mon article sur le syndrome de l'imposteur que tu peux trouver ici. Mais lorsque tu commences un nouveau rôle, tu ne maîtrises pas encore ce rôle. Et peut-être tant mieux, parce que du coup, tu as la capacité, la possibilité d'apprendre ce rôle, pour apprendre à le maîtriser. Du coup, accepte de lentement mais sûrement incarner ce rôle de mieux en mieux. Et au bout d'un moment, ce sera beaucoup plus facile et tu prendras beaucoup plus de plaisir. Donc voici les différents conseils que Anna nous partage. Si tu veux aller plus loin, tu peux toujours aller voir son article à elle, dans lequel elle partage cela. Voilà, donc toi, j'aimerais bien que tu me partages, si tu as justement un profil atypique, comment tu gères cela, comment tu t'organises au quotidien, que fais-tu, qu'est-ce qui t'aide, est-ce que certains de ces conseils t'aident? Et je t'invite à rejoindre les différents programmes, comme je te le disais. Rejoins le club pour ne pas être tout seul et avancer ensemble. Va lire ces différents articles, dont le syndrome de l'imposteur, je pense que ça peut être très intéressant. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.